Salut à tous, c'est Clément. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Infiltrator. C'est un film qui est sorti début septembre de Brad Furman avec notamment Bryan Cranston en acteur principal. C'est un film basé sur un livre autobiographique qui raconte l'histoire de Robert Mazur. Robert Mazur est un agent des stupéfiants qui se retrouve infiltré dans le cartel de Pablo Escobar. Alors c'est un film très intense, malgré tout on ne peut pas se dire que c'est un film très violent. Si vous pensez mafia, tuerie et tout ça, guérilla, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus basé sur la thématique des personnages où ils sont vraiment développés et au fur et à mesure vous pouvez voir comment leur environnement change avec eux et bien sûr comment ils évoluent dans le cartel. N'y allez pas pour voir des effusions de sang, des cascades ou des trucs exceptionnels, ça allez voir un James Bond ou une grosse production américaine, mais c'est un film très intéressant et qui vous tient en haleine tout du long puisque au fur et à mesure vous développez une certaine empathie pour les personnages qui se retrouvent plus ou moins en danger et voilà, vous avez peur pour eux quoi, c'est tout, avouez-le, je vous vois. Bon, moi aussi j'ai eu peur. Sinon c'est un film plutôt à petit budget, mais franchement je suis vraiment pas déçu d'être allé le voir. C'est très intéressant sur le monde du cartel, sur la brigade des stupes, et franchement ça fait plaisir à aller voir. Si vous avez envie d'aller le voir, n'hésitez pas, mais évitez quand même d'y aller avec des enfants ou des gens sensibles, puisqu'il y a quand même quelques scènes violentes et quelques langages un peu inappropriés. C'est quand même le cartel, hein, c'est la mafia, c'est... voilà, faut pas non plus se voiler la face. Sinon, bon visionnage, et moi je vous dis ciao ciao. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Thomas pour ma première critique sur le film Free State of Jones. Ce film a été réalisé par Gary Ross et sorti le 14 septembre en France et le 24 juin aux États-Unis. Ce film raconte l'histoire de Newton Knight qui s'est séparé des Confédérés pendant la guerre de sécession. Alors les motivations de sa séparation sont très simples, la guerre n'a plus aucun sens pour lui, il ne comprend pas pourquoi il continuerait de se battre en tant que pauvre pour continuer à enrichir les riches. Donc lorsqu'il va partir de l'armée, il sera déserteur et il sera donc pourchassé par les armées de la Confédération. Donc après cela, il va partir dans un marais avec d'autres personnes, comme des esclaves en fuite ou d'autres soldats qui désertent. Ce sont les prémices de l'état libre de Jones. Alors pourquoi l'état libre de Jones? Parce que Newton Knight faisait partie du comté de Jones avant de partir de l'armée. Avec l'aide de ses quelques amis de fortune qu'il s'est fait, il va commencer à survivre tout doucement et à vivre sa vie au jour le jour. Donc plus les mois passent, plus de nouveaux soldats quittent l'armée et viennent le rejoindre. La seule règle qu'il impose à ceux qui le rejoignent est de laisser les autres libres de faire ce qu'ils veulent. C'est une bonne règle. Une bonne règle. Tout le monde devrait faire ça. Donc après plusieurs années de clandestinité, lui et ses compères en ont marre et s'annoncent comme étant l'état libre de Jones. Et vont commencer à créer une armée pour combattre les forces des Confédérés. Cependant, ils ne vont pas se joindre tout de suite aux forces de l'Union, parce que selon eux, ils se moquent aussi du sort des pauvres. Donc en parallèle de cette histoire, on peut suivre le procès d'un des descendants de Newton Knight, qui s'est marié avec une femme blanche alors qu'il avait un 8e de sang noir. Donc avec ces deux histoires, le réalisateur nous montre une face de l'Amérique assez intéressante et nous donne un propos très construit sur le racisme. De plus, le réalisateur utilise habilement l'esthétique de son film pour rappeler les œuvres de Grant Wood, comme American Gothic, qui dépeignaient en son temps l'Amérique profonde. Attention, moment spoiler! Par exemple, lors de la mort du neveu de Newton Knight, on peut le voir le porter d'un côté à l'autre d'un arbre, qui représente le passage de la vie à trépas. Qui plus est, on peut voir dans ce choix de composition un vrai rappel à la peinture, comme celle de Grant Wood. Fin du moment spoiler. Vous pouvez revenir les gars, c'est safe. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, il est excellent. Bon, on le trouve surtout en VO, mais c'est pas plus mal. Parce que moi, peu importe ce que dit un youtubeur breton accompagné d'un Mediator et d'une boule de chewing-gum, eh ben je préfère la VO. Après, c'est sûr que je suis d'accord avec lui, faut parler anglais, faut comprendre. Si on suit tous les sous-titres, c'est difficile de voir certains plans iconiques. Eh bien, au revoir les gens, c'était un plaisir de vous parler de ce film, et à bientôt. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la rubrique coup de cœur du mois pour parler du Loup de Wall Street. Il a été réalisé par Martin Scorsese et est sorti en salle en décembre 2013. Il s'agit d'un biopic inspiré des mémoires The Wolf of Wall Street, écrit par Jordan Belfort. Il va donc recréer une société de courtage qui va avoir un énorme succès. Il parle ici de l'ascension du courtier américain Jordan Belfort, qui après avoir fait sa place à Wall Street va tout perdre lors du krach boursier de 87. Il va donc recréer une société de courtage qui va avoir un énorme succès. De là, toutes les tentations vont être à sa portée. Femmes, argent, drogue, pouvoir, rien ne va lui faire peur. Et c'est alors qu'il est à l'apogée de son œuvre qu'il va tout perdre. C'est là qu'on va assister à sa descente aux enfers. Tout d'abord, ce qui va le plus marquer dans ce film, ça va être la magnifique interprétation de Jordan Belfort par Leonardo DiCaprio. Il interprète un personnage antipathique, pervers même, mais à aucun moment il ne va paraître vulgaire. D'ailleurs, bien que Scorsese ne fasse aucun tabou, par exemple il montre des femmes nues, ok pas de problème, il va le montrer, il va bien le montrer, et
ça ne va pas rendre un film vulgaire, au contraire, on va se retrouver avec un film léger, drôle, sans prise de tête. Bien que des fois l'humour est un peu lourd, ça va passer assez facilement. Cependant tout n'est pas rose et il y a un arrière-goût de déjà-vu après son prédécesseur, Casino, sorti en 96. On parle des mêmes mœurs et la réalisation est très proche. L'explication de la construction du monde en début de film, des plans très courts, une narration faite en voix off par la voix du protagoniste et une utilisation thématique de la musique. Par exemple, utiliser Ça plane pour moi de Plastic Bertrand en fin de film, il y a plus subtil je pense comme musique. Mais bon, du Scorsese reste du Scorsese et j'adore cette vision critique du capitalisme américain où tous les mœurs et les coutumes de ce monde assez particulier vont apparaître sans aucune timidité. Je pense qu'on peut avoir plusieurs interprétations de ce film. Pour ma part, ça va être une sorte de comparaison de lien entre la drogue et l'argent et l'accoutumance que les deux éléments vont provoquer. D'ailleurs, ce n'est pas la drogue consommée à outrance qui va le détruire, mais bel et bien l'argent. Pour finir, on fait donc face à un biopic assez original dans son interprétation avec son côté loufoque et déjanté, mais qui manque d'originalité et de renouvellement du côté de la réalisation. Surtout que je pense que le film aurait pu aller beaucoup plus loin. Il dure quand même 3 heures et la fin nous laisse pourtant perplexe. Pourtant, ce film reste l'un de mes préférés et je le place largement dans mon top 10 des films préférés. Bonjour internet, bienvenue sur Prismopolis et bienvenue également dans cette rubrique Ciné Gaming. Le principe de Ciné Gaming est très simple, nous allons voir ensemble les adaptations cinématographiques de jeux vidéo. Nous établirons dans un premier temps une critique indépendante du film où nous parlerons du scénario, des images, de la musique, des acteurs, etc. Puis dans un second temps, nous intéresserons au cœur du sujet qui est la comparaison entre le jeu vidéo et son adaptation au cinéma. Et pour bien commencer ce premier épisode, nous allons voir l'un des chefs-d'œuvre du genre, à savoir le film Warcraft, sorti en mai 2016, une adaptation signée Duncan Jones sous la direction de Blizzard, l'éditeur du jeu vidéo, avec un budget de 160 millions de dollars. Warcraft est donc un film mêlant les genres fantastique, action et aventure qui retrace l'histoire de la première guerre entre les humains du monde d'Azeroth et les orques de Draenor. Tout au long du film, nous allons suivre l'histoire de 2 héros, Anduin Lothar du côté des humains et Durotan pour les orques. Ces 2 héros vont être amenés à se confronter dans ce conflit pour défendre leur famille, leurs terres et leur patrie. Le scénario du film est donc très riche, tout autant que l'est l'univers du jeu. On ne peut donc pas être déçu par les multiples rebondissements, les nombreux personnages et leurs histoires, tant qu'il y en a peut-être un peu trop. C'est le sentiment que l'on ressent au début du film. Plongé au cœur de l'action, le film ne perd pas de temps. À la manière du Seigneur des Anneaux, l'univers est très vaste et c'est à vous de comprendre les pouvoirs de chacun, les multiples lieux répertoriés et l'utilité de chaque personnage. On retrouve dans ce film un très bon casting avec notamment Travis Fimmel, l'un des héros de la série Vikings, ou encore Toby Kebbell et Ben Foster. Des acteurs qui connaissent très bien leur rôle et qui se sont très bien imprégnés de l'univers. Des visuels époustouflants, l'usage du motion capture pour les acteurs ayant joué les orques est vraiment très réussi, les moindres émotions sont parfaitement retranscrites, l'univers est fidèlement reproduit et les effets spéciaux font la grandeur de ce film. Et c'est pas moins de 650 costumes qui ont été utilisés. Un cosplay grandeur nature vraiment réussi. Pour ce qui est de la musique, le compositeur n'est autre que Ramin Djawadi, le compositeur de Game of Thrones, Prison Break, Le Choc des Titans ou encore Iron Man. La musique est très majestueuse, très profonde et surtout très guerrière. Le thème principal est une sorte de marche impériale à la manière de Star Wars, un peu plus lente, plus mélodieuse et qui va beaucoup plus dans les graves. Tout le reste du film se joue avec des musiques assez médiévales fantastiques qui collent donc très bien à l'univers de Warcraft. Ramin Djawadi ne s'est donc pas trompé là-dessus. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, à savoir la comparaison entre l'univers de Blizzard et l'adaptation au cinéma. Alors pour ne pas faire d'erreur, il faut savoir que le film n'est pas centré sur l'univers de World of Warcraft. Il en fait de nombreuses références, mais la première guerre entre les humains et les orques date de 1994 avec le jeu Warcraft Orcs and Humans, le premier de la série des Warcraft. L'univers étant très large et rempli de détails, tout n'a pas toujours été respecté. Il faut donc voir le film comme une adaptation de la rencontre entre les orques et les humains et non une reproduction fidèle du jeu. Comme je le disais, Warcraft est avant tout un énorme clin d'œil aux plus grands joueurs. Ceux qui auront joué à Warcraft, WoW ou encore Hearthstone retrouveront des personnages cultes comme Gul'dan, Medivh ou Khadgar et redécouvriront également le château de Hurlevent ou la forêt d'Elwyn. Et on aura également droit à de nombreuses références comme par exemple au début du film avec le Murloc. Warcraft n'est pas une adaptation commune de jeux vidéo, elle s'adresse à un public averti et fan de la série. Il est difficile de tout comprendre quand on ne connaît rien. Même s'il est abordable pour un grand public,
Warcraft a joué avant tout sur l'émotion du joueur. Dernière parenthèse avant de nous quitter, et là, attention au spoil. Ce film retrace assez fidèlement l'histoire de la Première Guerre. C'est un comble finalement pour un film qui est adapté aux plus grands joueurs, puisque cette histoire est l'une des premières de l'univers. Et puis finalement, tous les joueurs la connaissent un petit peu. Quand on voit pour la première fois Garona en face du roi Len, on n'attend qu'une seule chose, c'est quand est-ce qu'elle va la tuer. Il en est de même pour Medivh, tout le monde sait que c'est lui qui a appelé la mort à venir en Azeroth, mais pourtant le film joue la carte de la méconnaissance, comme lorsque Kaddar vient lui annoncer que le Fel est de retour en Azeroth. Un scénario qui est donc assez partagé entre le renouveau et l'ancien. Duncan Jones a fait tout de même un très bon travail. Pour finir cette critique, voici ce que je dirais. Warcraft est un film vraiment très riche dans son univers. Il l'est peut-être même un peu trop. Si vous aimez le genre médiéval fantastique, alors ce film est fait pour vous. Mais un petit tour sur World of Warcraft ne serait pas de trop. Attention aux joueurs les plus fans. Ce film ne pourrait n'être qu'un déjà-vu de vos nombreuses quêtes et des nombreuses heures de jeu sur Warcraft. Merci d'avoir suivi cette critique de Ciné Gaming. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à donner votre avis sur le film. Et sur ce, je vous souhaite un bon moment sur Prismopolis. Bye.